souhaite la bienvenue à Tendance-Imo. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Et comme à chaque semaine, c'est accompagné de ma collègue Marie-Ève Proulx. Ça va bien, Marie-Ève? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, cette semaine, on se transporte de l'univers de la salle à manger. Oui, on redécore. Oui, parce que là, on veut que ce soit un espace accueillant. Tout le monde aime bien manger entre amis et tout. Donc, tu vas nous parler un peu des trucs qu'on peut faire pour rendre la parce place... que souvent aussi, maintenant, la salle à manger se retrouve un peu dans le salon. Donc, on veut quand même rendre la pièce distincte, même si, justement, la pièce est à air ouverte. Donc, on va donner des petits conseils. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Ça pourra me donner des idées. Et on va parler aussi de la peinture à plomb. Oui. Donc, je pense que ça peut avoir des effets négatifs sur la santé selon certaines conditions. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Là. Non, puis en fait... de nos jours, il n'y en a plus du tout de la peinture à plomb, mais c'est vraiment comme si on a une vieille maison ou si on a les appartements aussi anciens, je pense. Là. Donc, c'est juste certaines précautions, enfin, notamment si elle est en train de s'enlever. Donc, c'est là que ça peut devenir dangereux, mais on va en parler un petit peu plus tard. À l'émission, c'est ça. Puis on va parler aussi de la pyrite. Oui, ça, c'est... Je vais découvrir quelque chose parce que je ne sais pas trop. Oui, c'est un phénomène qui a fait la une des médias en 1998, puis ça a vraiment fait comme un gros tollé. Tout le monde s'inquiétait. Oui, parce qu'en fait, c'est que ça peut apparaître vraiment plusieurs années après la construction de la maison, jusqu'à 40 ans. Donc, on peut jamais savoir. La fondation, mais on s'en rend compte avec les années. OK, parfait. Donc, on y va tout de suite. On va parler de la salle à manger. Donc, tu disais, comme tu dis, qu'il faut que ça rime maintenant avec élégance et confort. Oui. Puis en fait, c'est ça. De plus en plus, le prix des maisons est au pied carré. Donc, on essaie comment dire, on maximise l'espace. Puis de plus en plus, on voit disparaître la salle à manger fermée, comme on voyait avant. Souvent, il y avait une pièce vraiment. Oui. Des fois avec une porte, des fois pas de porte, mais qui était vraiment consacrée à la salle à manger, qui était à part de la cuisine et du salon. De nos jours, c'est vraiment, c'est en train de partir. Si on regarde dans les nouvelles constructions, généralement, ça n'existe pratiquement plus, ce modèle-là. C'est plus ça existe, mais il y en a moins. Tout est à air ouverte parce qu'on maximise l'espace. Puis aussi, c'est sûr que, comme par exemple, moi, c'est ce que j'ai cherché à air ouverte parce que j'ai des jeunes enfants. Donc, tu as toujours la vue sur tes enfants, sur ce qui se passe dans le salon. Des fois, des portes, ça peut être encombrant. Donc, ça donne une meilleure vue. Puis ça laisse quand même plus de place que quand tu as des murs, en tout cas, à mon humble avis. Non, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ce qui fait que maintenant, la salle à manger devient autant... pas une salle de jeu, mais une salle où c'est que les enfants vont faire leurs devoirs, où c'est qu'on peut aussi amener avec les ordinateurs portables, on peut amener le portable dans la cuisine, ce qui fait que ça devient un peu un bureau à ses heures. On va manger, on va, tu sais... on fait un peu on fait beaucoup de temps. C'est comme la salle familiale pour tout le monde, si on peut dire. Et donc, c'est sûr que même si cette pièce-là devient justement un peu une salle familiale, bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être élégante. Oui, non, c'est ça. Il y a des façons de faire, puis on va donner quelques petits conseils. En fait, vraiment pour la rendre conviviale, décontractée, avec un mobilier pratique. Parce que de plus en plus, on peut justement changer les mobiliers. Ça n'a pas besoin d'être très encombrant. Puis d'avoir, comme par exemple, les buffets, c'est sûr que ça a moins sa place dans un. C'est lourd, c'est ça. Ça prend beaucoup de place pour rien. Maintenant, tu vois plus, je crois, que les îlots dans les cuisines ont pris un peu la place. Oui, ça fait ça aussi beaucoup de rangement. Que tu peux servir de coin repas aussi pour les déjeuners, etc. Donc, souvent, tu as l'îlot qui sépare la cuisine de la salle à manger, puis tu as le salon qui est un petit peu plus loin. Puis, des façons vraiment pour des idées qui ont la cote cette année pour la salle à manger. On va donner quelques idées de décoration pour les auditeurs. Donc, on a en fait... on peut installer un lustre surdimensionné. C'est vraiment populaire, qui est en haut de la table. On voit vraiment ça. Ça fait vraiment super beau. Ça fait toute la différence. Hein? Ça, j'ai vu ça chez une de mes amies, justement, qui a changé, qui a mis le lustre. Dès qu'on rentre, là, ça crée vraiment un bel effet. C'est très esthétique. Puis c'est sûr aussi, il ne faut pas le mettre trop bas. Non. Oui, je pense que mais souvent, il faut vraiment... C'est sûr que c'est plus beau s'il est vraiment au centre de la table. Oui, absolument. Généralement, on peut avoir quand même une grande table. Le lustre est au centre de la table, en effet, à une certaine hauteur. Mais en même temps, le lustre est très beau, mais il faut quand même pas que ce soit démesuré. Il faut pas que ça prenne toute la place qu'on rentre. Exactement, on se voit plus. Oui, c'est ça. Mais en fait, en termes de grandeur, on parlait que, la règle d'or, il ne faudrait pas que le lustre dépasse les 2/3 de la largeur de la table. Qui pourrait être une grandeur qui est intéressante. Puis vraiment, le lustre fait en sorte qu'on sait très bien que c'est la salle à manger. Qui est là, c'est ça. Oui. Un tapis peut être en dessous de la table et des chaises, peut être une façon aussi de délimiter on a vraiment la table, la salle à manger du salon. Un tapis va très bien délimiter l'espace. C'est vrai.
Puis c'est confortable sous les pieds, c'est sûr. C'est sûr qu'avant, le tapis, on pense toujours au salon, tu sais, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée de le déplacer. Il faut faire attention pour que ce soit lavable, par exemple, hein, parce que cuisine, ça à manger, c'est ça. Exactement. Il y a la banquette qui fait fureur. Hein, les gens aiment beaucoup la... Si vous êtes du genre, comme moi, par exemple, je vais au restaurant, j'adore, je vais toujours choisir la banquette. Donc, on peut amener ce confort-là à la maison, puis d'avoir une belle banquette, que ça peut être un banc ou la banquette avec un dossier. C'est ça qu'on peut... Je pense qu'il faut aussi que ça se déplace facilement, non? Parce que ça peut être quand même encombrant, il faut qu'il soit placé. Mais c'est sûr que si vraiment on en voit, j'en ai vu dans les magazines, c'était vraiment super beau. Il y avait un dossier, c'était très massif, mais était collé sur le mur. OK, donc là, on perd pas d'espace. La table avec les chaises était justement de l'autre côté. OK. Donc, comme ça. Puis aussi, ça l'enlève un peu le côté très... une salle à manger, souvent, c'est des lignes droites, hein? Puis c'est très, les chaises, la table. Donc, d'avoir une banquette, ça vient changer les proportions. Ça vient intéressant pour l'œil, fait que ça peut être très intéressant. Absolument. On mentionne aussi que c'est intéressant d'oser sur la couleur, d'avoir un mur foncé dans une salle à manger. C'est juste un mur, c'est très élégant. Ça peut être super intéressant. Puis aussi, dans les petits espaces, on conseille d'avoir une table ronde qui permet de circuler autour, donc ça prend moins d'espace. Ça prend moins d'espace, je pense aussi pour la discussion à table, c'est beaucoup plus convivial. Oui, exactement. Tout le monde se sent plus inclus. Plutôt que d'être une grande table, t'es à l'opposé, tandis qu'une table ronde, en effet, c'est très porté pour la conversation. Absolument. Alors, on le sait, hein, des réunions, c'est des tables rondes, c'est toujours comme ça, pour que les gens se sentent plus inclus. Et tu sais, dans les petits espaces, souvent, on dit que ça peut être possible, comme dans des lofts, c'est sûr que les espaces sont limités, d'avoir des meubles qui se bougent, que ce soit des tabourets, que ce soit des tables ou des poufs aussi, peut-être? Oui, les poufs, puis en même temps, justement, ça enlève un peu de symétrie, ça fait très beau quand on invite les gens. Ça peut être très, très intéressant pour l'œil. Puis ça peut être aussi comme des meubles qui sont empilables ou encore des grandes boîtes de design qu'on peut ranger la vaisselle dedans. Donc, tu sais, si tu invites beaucoup de gens, tu sors ça, puis après ça, tu le ranges pour le restant de la soirée, parce que c'est sûr que pour le temps du repas, on a besoin de vaisselle, on a besoin de matériel, mais après ça, si on peut le ranger rapidement, ça peut être intéressant. Absolument. Donc, un petit mot aussi sur délimiter les espaces. Avais-tu d'autres informations à me donner par rapport à ça? Pour le coin salle à manger salon? C'est sûr que on proposait des solutions qui peuvent être pas très chères, comme par exemple, si l'espace est quand même petit, on peut tout simplement mettre des rideaux qu'on peut ouvrir et fermer. Oui, donc, si on a à la besoin, place d'avoir la porte. Oui, parce que c'est sûr que souvent, on dit que idéalement, on peut enlever les cloisons, les murs, mais si par exemple, tu loues ton appartement, tu peux pas. Non, on peut pas se permettre, non, c'est ça. Donc, tu dois vivre avec. On peut enlever la porte, par exemple. Ça se fait très bien, qui fait quand même qu'on voit de l'autre côté, donc ça a l'air plus grand. Oui, exactement. Absolument. Si on est propriétaire, on peut abattre un mur qui fait justement plus grand. On peut, si on veut délimiter, comme j'avais dit, installer des rideaux. On parle d'une bibliothèque aussi qu'on voit de l'autre côté, une bibliothèque sans fond. Donc, tu peux voir salon. C'est vraiment bonne idée. Fait que ça peut être une idée intéressante pour l'œil. Ça peut être. Puis on a des belles bibliothèques. Il existe des belles bibliothèques très colorées, pas très chères. Pensez à ça. Dans les magasins d'aménagement. Donc, ça peut être d'autres idées intéressantes. Parfait. Merci, Marie-Ève. Donc, on va passer au topo de la semaine. Donc, cette semaine, notre équipe est allée sur le terrain. Ils sont allés rencontrer comment que je pourrais dire, la direction création couleur. Donc, chez Benjamin Moore. Exactement. Pour nous donner différents conseils, justement, pour bien décorer la salle à manger. La salle à manger. Oui. Donc, on va aller voir le topo et on va revenir tout de suite après. Ce qui est important dans une salle à manger, si on a un mobilier qui est très foncé, on peut se permettre d'avoir des meubles très pâles. Au contraire, si nos meubles, notre mobilier est très, très pâle, d'avoir des murs pâles en plus, ça pourrait peut-être être un peu ennuyant. Donc, c'est important, avec du mobilier blanc, crème, etc., d'appliquer une belle couleur sur les murs. Au-delà de ça, on peut toujours appliquer des belles couleurs vives, qu'elles soient vives, qu'elles soient sobres, d'apporter des beaux accents de couleurs dans une salle à manger est toujours de mise. C'est l'endroit où est-ce qu'on se retrouve en famille et entre amis. Donc, un peu de couleur, ça rend toujours l'endroit un peu plus chaleureux. Si vous voulez laisser les plafonds blancs, il n'y a pas de problème si vous êtes des amateurs ou des amoureux du blanc. Ce qui est important de regarder, de garder en tête, c'est vraiment de prendre le temps de bien choisir son blanc. Sinon, vous pouvez passer des heures et des heures à bien choisir votre décoration, à bien planifier votre coloration, mais de prendre le premier blanc à plafond qui vous tombe sous la main pourrait faire en sorte que
le plafond va détonner du reste du décor et apporter une note négative à votre décor. Donc, si on le garde blanc, on prend le temps de bien appareiller son blanc et de bien choisir son blanc en fonction des autres couleurs pour garder le tout harmonieux. Ceci étant dit, des plafonds colorés, surtout dans une salle à dîner, c'est toujours très chaleureux et très intéressant, puis ça apporte un certain dynamisme à l'endroit. Alors que vous choisissez des couleurs sobres ou des couleurs un peu plus dynamiques et joyeuses, peu importe, ça apporte toujours un sentiment de chaleur. Quand on parle d'harmonie couleur, ce qui est important, c'est l'harmonie elle-même, ce que la couleur représente pour nous. On peut peut-être aimer une certaine harmonie sans nécessairement aimer le fait que le bleu ou le turquoise a été appliqué sur les murs au lieu d'être appliqué au plafond. Alors dans ce cas-ci, on a fait deux versions complètement différentes de la même salle à dîner en utilisant la même harmonie couleur, mais tout simplement en faisant des applications différentes. Le kaki qui était sur un mur dans une des versions de la salle à dîner se retrouve dans la deuxième version sur les moulures et les contours de porte dans un fini différent. Alors, on peut aimer très bien la même harmonie couleur, mais avoir facilement une préférence plus pour l'une ou l'autre des versions de la salle à dîner. Dans la salle à dîner avec le mur kaki, on a fait un pochoir au mur et ça, c'est une belle alternative pour pouvoir avoir un décor unique, personnalisé, qui représente vraiment les couleurs que vous recherchez dans votre palette sans nécessairement se diriger vers du papier peint. Donc, le mur a été peint d'une couleur kaki et on a fait un pochoir, mais le pochoir, de la façon qu'on l'a fait, c'est qu'on n'a pas appliqué de façon égale partout. On a pris un chiffon et on a appliqué la peinture pour le pochoir de façon inégale afin de créer un petit look un peu vintage ou vieilli. C'est une bonne chose de mettre un tapis en dessous du mobilier, mais ceci étant dit, ça dépend du look qu'on veut recréer. L'avantage d'un tapis, c'est que ça vient cerner l'espace, on vient délimiter l'espace. Et ce qu'il y a de bien avec un tapis et une carpette, c'est que surtout dans une aire ouverte, là où tout est ouvert, en mettant un tapis, on vient sectionner l'espace et on la délimite de façon intéressante. Pour une salle à dîner, je recommande vraiment cependant d'avoir un tapis qui est lavable ou qui a à tout le moins une protection par-dessus pour éviter les taches. C'est important d'avoir un éclairage qui est juste au-dessus de la salle à manger pour qu'on puisse bien voir les plats. Il n'y a rien de plus ennuyant que quand on est dans une salle à manger puis qu'on voit pas bien notre nourriture. Donc. Et en plus, on vient cerner la section d'éclairage. Ça vient réchauffer la tablée justement pour concentrer l'éclairage à cet endroit-là. Un éclairage supplémentaire comme des encastrés est aussi recommandé pour ne pas justement non plus avoir l'effet inverse et ne cerner que la table, mais aussi les aires de circulation autour. Donc, un éclairage différent pour les deux est tout à fait recommandé. Ce qui est très intéressant aussi dans une salle à dîner, je recommande vraiment d'utiliser un gradateur pour pouvoir baisser la lumière et créer une certaine ambiance. De retour à Tendance IMO. Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler du plomb. Oui, dans la peinture. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment que avant 1976, donc c'est sûr que ça date de loin, mais toutes les peintures qui étaient intérieures et extérieures dans les maisons contenaient un grand pourcentage de plomb. On pouvait même parler de 50% massique, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on parle par pourcentage par poids massique. Donc, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Puis c'est sûr qu'au fil des années, il y a eu des réglementations. Oui, il y a eu des changements, comme par exemple, si on fait un petit retour à partir de 1960. En fait, juste expliquer pourquoi est-ce que c'était utilisé. C'était que pour avoir des couleurs qui étaient éclatantes, ça prenait du plomb. Des couleurs plus vives. Oui, plus vives, pour les couleurs vives, pour que la peinture assèche plus rapidement. Puis aussi pour qu'elle dure. C'était en fait... Pour la durabilité. Oui, exactement. Donc, pour cette raison qu'ils mettaient du plomb dans les peintures à ce moment-là. Puis c'est sûr qu'ils se sont rendus compte que le plomb est un produit qui... Nocif. Oui, qui est nocif pour la santé, en fait, si on l'inhale ou si on l'ingère. Puis on appelle que c'est un produit qui est biopersistant. Ça veut dire que le plomb, il est difficilement éliminé par l'organisme. OK. C'est dur à enlever. Il reste là, il reste là, exactement. Comme l'amiante qui reste sur les poumons. En fait, je ne sais pas si on peut faire une comparaison, mais c'est juste pour... Non, ouais. Puis, donc, à partir de 1976, c'est le gouvernement fédéral qui a passé un règlement qui limitait à 0,5 massique, mais pour les peintures intérieures. Ensuite, tu as eu aussi en 1980. Donc, si notre maison est construite après 1980, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Mais si c'était avant, par exemple, il faut vérifier. Oui, autant intérieur qu'extérieur. Comment on fait, Marie-Ève, pour vérifier? En fait, c'est sûr que si la maison est construite avant, il y a des très fortes chances que ce soit de la peinture au plomb. Juste qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est que si on n'est pas sûr, de toute façon, on ne prend pas de risque.
Si la peinture, elle ne s'écaille pas, qu'elle n'est pas en train de se décomposer. Oui, qu'elle ne s'enlève pas par plaque, elle n'est aucunement dangereuse parce qu'elle est sec. Okay. Donc, à ce moment-là, si la peinture, elle est intacte, on peut tout simplement la recouvrir parce que c'est sûr que tu ne voudrais pas que les enfants aient gratté. Gratter, c'est ça. Parce que c'est sûr qu'après ça, s'ils vont gratter, qu'ils se mettent les doigts dans la bouche, bien, c'est à ce moment-là qu'il y a un contact avec le corps. Donc, première étape, ça serait de le repeinturer par-dessus. Oui, ça peut être ça, mais seulement si elle est intacte, parce que sinon, ça ne va pas changer. La poussière va rester dans l'air quand même. Donc, si elle est intacte, on peut mettre de la peinture qui est sans plomb, peinture qu'on achète aujourd'hui au magasin directement dessus. On peut appliquer quelques couches. On peut aussi mettre du papier peint ou différents revêtements, juste pour protéger, pour être sûr que ça reste bien intact. C'est ça. Si elle est en train de s'écailler, il faudrait l'enlever idéalement. Mais... On fait ça tout seul ou on fait un appel à... Non, bien, c'est ça. En fait, il y a différentes choses qu'on peut faire. C'est que d'un, on pourrait, par exemple, si c'est un meuble, quelque chose qu'on peut enlever, sortir de la maison, on peut le faire à l'extérieur de la maison. Déjà, d'enlever la peinture dans un milieu aéré, que ce soit à l'extérieur, c'est déjà beaucoup mieux que de le faire à l'intérieur. C'est ça. Parce que la poussière ne va pas rester à la maison. On peut aussi l'amener chez des spécialistes. Il y a des gens qui font ça. C'est ça, c'est leur métier. Oui. Là, c'est ça, il faut bien s'informer parce qu'il doit certainement avoir un masque. Oui, j'allais pour dire. Ça, pour justement pas inhaler les petites poussières. C'est sûr que parfois, ce n'est pas évident. Si c'est sur un mur, tu ne peux pas décrocher ton mur pour l'amener. Non, c'est ça. Mais je pense que les gens vont se déplacer aussi. Là. Ils peuvent venir... oui, probablement. Oui, sûrement. Il y a certainement des spécialistes qui vont s'occuper de ça. Mais si, par exemple, une personne ne veut pas payer pour faire venir quelqu'un, il y a toujours moyen de... Parce qu'en fait, c'est sûr que quand on enlève la peinture, c'est en sablant. C'est ça. Quand on sable... le sablage mécanique fait en sorte que les poussières volent dans l'air, etc., puis qui peuvent se coller aux aliments, qui peuvent se coller partout. Alors, ça peut être en loin une sableuse qui... c'est comme un aspirateur, en fait, qui aspire toutes les particules. En même temps qu'elle sable. OK, exactement. Parfait. C'est sûr qu'il faut s'assurer que le pourcentage d'aspiration il est très fort. Élevé. Oui. OK, parfait. Mais il y a moyen de le savoir justement, si on mentionne... Quand on loue, l'utilisation, exactement, qu'on peut expliquer ça. Puis, mais c'est sûr qu'une chose à faire, ce n'est pas de sabler juste comme ça. Ce n'est vraiment pas une bonne idée de le faire parce que ça peut être dangereux. C'est encore plus dangereux, c'est ça. Parce que là, c'est comme si on dégageait justement exactement. Le plomb. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vraiment la peinture, elle n'est pas écaillée, rien, on la laisse là, on la protège, puis on n'y touche pas, puis il n'y aura aucun problème. Parfait. Merci, Marie-Ève. On va maintenant passer à la maison de la semaine et on vous revient tout de suite après. Ayant pignon sur rue dans le quartier Fabreville, cette magnifique propriété de 12 pièces complètement rénovée en 2006 a beaucoup à offrir, dont une splendide terrasse en bois, aménagement paysager exceptionnel ainsi qu'une immense piscine creusée. Pour les futurs acheteurs à la recherche d'espace, cette maison haut de gamme est tout indiquée pour vous. En effet, la première chose qui frappe à l'œil lorsqu'on franchit les portes de cette jolie maison à paliers multiples, c'est la grandeur des pièces. Au premier niveau, nous retrouvons une magnifique salle familiale décorée avec goût et sobriété. Le foyer au bois confère à la pièce beaucoup de chaleur. Par ailleurs, les grandes fenêtres apportent luminosité ainsi qu'une jolie vue sur le jardin extérieur. Une salle de bain moderne, dotée d'une douche indépendante et d'un coin laveuse-sécheuse, y est également aménagée. C'est sur le second palier que nous retrouvons le cœur de la maison. Mentionnons tout d'abord le magnifique hall d'entrée doté d'un plancher de porcelaine. Tout à côté se trouve une splendide cuisine haut de gamme avec plafond cathédral. Ses nombreuses armoires en bois d'érable de Pennsylvanie, son îlot et son comptoir de granit en font une pièce des plus attrayantes. On ne peut d'ailleurs que tomber sous le charme de cette magnifique cuisine qui s'ouvre sur la terrasse. Attenante à la cuisine se trouve une charmante et lumineuse salle à manger munie d'un vaisselier intégré. Décorée avec goût, elle ne peut qu'ébahir vos convives. Une magnifique salle de bain est également aménagée au second palier. Avec sa douche en verre, sa jolie céramique, son bain thérapeutique, ses charmantes et spacieuses armoires et son comptoir de granit, elle a tout ce qu'il faut pour vous assurer confort et détente. La propriété comporte un troisième palier sur lequel est aménagé un immense salon vitré avec vue sur le golfe Sainte-Rose, ainsi qu'une splendide chambre des maîtres. Cette dernière, dotée de doubles portes françaises, d'un walking et d'un accès à la terrasse extérieure, saura vous charmer assurément. Au sous-sol se trouvent deux magnifiques chambres à coucher, toutes deux décorées avec soin et offrant beaucoup d'espace de rangement. Les planchers chauffants offrent par ailleurs le confort accru dont tout le monde rêve.
Une cave à vin contenant 500 bouteilles est également aménagée au sous-sol pour les plus grands amateurs de grands crus. Si les moindres recoins de cette maison étonnent, le bureau de 900 pieds carrés aménagé au rez-de-chaussée avec des plafonds de 9 pieds carrés a de quoi plaire à bon nombre de travailleurs autonomes ou propriétaires de compagnie. On y retrouve un hall d'entrée indépendant de la résidence, un bureau fermé et vitré doté d'un plancher de bois, un bureau ouvert pour 4 personnes avec vue panoramique, une coquette salle d'eau, un espace cuisine, beaucoup de rangements, ainsi qu'une sortie extérieure avec stationnement privé. Bref, l'espace tant recherché pour vos activités d'affaires. Mais dans le cas où votre intention serait plutôt de convertir l'espace en maison intergénérationnelle, le vendeur qui agit comme contracteur commercial est disposé à vous assister dans votre projet. Enfin, la propriété située sur un site exceptionnel est à faire rêver. Bordée d'une haie de 12 pieds carrés, la cour arrière est parfaitement intime. On y retrouve notamment une superbe terrasse haut de gamme surplombant la toiture du bureau et offrant une vue sur le golf, une piscine au sel creusé et chauffé, un patio, un gazebo, ainsi qu'un cabanon stylisé. De quoi profiter pleinement des journées chaudes de l'été. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le courtier immobilier Jeannette Quintal du groupe Sutton Excellence au 450 963 9000. De retour à Tendance Immo, vous êtes toujours en compagnie de Stéphanie Germain et Marie-Ève Proulx. Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler du gonflement des remblais en raison de la pyrite. Oui, exactement. Donc, c'est quoi la pyrite? Parce que moi, je ne sais pas. Oui. En fait, la pyrite, c'est un minéral de sulfure de fer qu'on retrouve dans la roche. Okay. Dans la roche qu'on utilise pour faire les fondations, que ce soit les fondations de maison ou de garage. Parfait. Puis, en fait, le phénomène a été découvert dans les années 1930. Donc, ça fait quand même... Le problème de la pyrite, là, ça fait longtemps que c'est connu. OK. Donc, encore une fois, on n'a pas... Oui, non, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste qu'en 1998, ça a fait beaucoup la une des médias. On en a parlé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à avoir des problèmes avec ça. De santé ou non? Non, pas vraiment. C'est vraiment des problèmes. C'est au niveau de la maison, en fait, parce que justement, le minéral en question, qui est, bon, la pyrite qui est dans la pierre, avec l'humidité, elle gonfle. Puis ce que ça fait, c'est que ça fissure le béton. OK. Parfait. Donc, ça fissure autant la fondation de ta maison que ce soit la fondation du garage. La fondation du garage, ça peut être un petit peu moins grave, mais en fait, s'il y a des fissures dans la fondation de ta maison, l'eau va passer. L'eau peut passer, c'est ça. L'humidité, les moisissures. Et là, bien, c'est sûr que... il peut y avoir des problèmes de santé, au bout de la ligne. À prime abord, c'est qu'en fait, c'est que tu vas voir des fissures apparaître sur ta fondation. OK. Puis, c'est là que c'est pas le fun. Exactement, parce que c'est sûr que quand tu vois apparaître ça, tu sais ce qui peut s'en venir. C'est ça. Donc, dépendamment de la grosseur de la fissure, il y a peut-être des réparations à faire. Puis là, ça peut devenir coûteux, parce qu'en fait, ta maison est dessus, hein, c'est sur la fondation. C'est ça. Donc... Puis, c'est ça, au niveau de l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction, ils ont été bombardés d'appels après, justement, dans les années... à partir de 1990. Quand ça a éclaté aux nouvelles, là, c'est ça? Oui, exactement, parce que tout le monde commence à poser des questions. Puis, en fait, c'est que le problème avec la pyrite, c'est avec son effet, c'est à long terme qu'il se produit. Okay. Donc, ça peut aller jusqu'à 40 ans après la construction de la maison que la fondation se met à fissurer. Fait OK, du jour au lendemain, OK. Bien, je veux dire, c'est avec le temps, mais c'est pas... Par exemple, tu peux te faire construire une maison neuve, puis c'est 40 années plus tard que tu peux avoir un problème. Parfois, 40 années plus tard, bien, la maison a changé plusieurs fois de propriétaire. Donc, ça peut devenir... Il n'y a pas vraiment de recours dans le sens que... Non, c'est sûr que, bon, si, par exemple, c'était une maison neuve, on pourrait revenir contre le constructeur, si, bien sûr, il est solvable. C'est ça. Si, par exemple, on connaît les anciens propriétaires. Oui, il y a plein de si. Puis, étant donné que c'est beaucoup d'années, des fois, ça peut être difficile de retracer. Donc, ça peut de le prouver aussi, je pense, peut-être? Oui, non, c'est sûr qu'il y a toute une démarche. Hein, c'est sûr que si les gens ont un problème, il faut bien sûr qu'ils s'informent comme il faut. Qui contacte un avocat qui est spécialisé dans le domaine, qui est spécialisé dans le résidentiel comme ça, pour vraiment s'assurer des démarches à prendre. Parce que pour le remplacement, en fait, s'il y a un problème, les réparations, ça peut s'élever à 40 000 $. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il faut briser la dalle, enlever le remblai et les débris, puis ensuite remettre avec du... Okay. Il existe sur le marché du remblai qui est non gonflant. On appelle ça certifié DB. Certifié DB, oui. OK. Puis, ça existe, c'est juste que les constructeurs ne sont pas obligés de l'utiliser. Donc, s'ils le font sur une période volontaire. C'est ça. C'est vraiment, ils décident qu'ils l'utilisent ou non.
Est-ce que ce serait basé peut-être sur la bonne foi des constructeurs ou pas nécessairement? Bien, en fait, on peut le demander lorsqu'on fait construire la maison. Est-ce que c'est plus dispendieux? Je pense pas. Je crois pas, mais je ne voudrais pas m'avancer parce que je ne suis pas On peut le demander. Oui, puis je ne sais pas non plus exactement qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils choisissent de prendre ce remblai-là versus un autre. Donc, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Pirites Multitests, qui, eux autres, ont réalisé des tests de pyrite dans 70 régions de la métropole. OK. Puis, ça s'est avéré, leur test a révélé que c'est surtout sur la rive sud de Montréal, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Pierrefonds et Pointe-Claire qu'il y a des problèmes de pyrite. Vraiment, ceux qui en ont eu, c'est surtout dans ces régions-là. Mais je sais, comme par exemple, qu'il y en a eu aussi à Trois-Rivières, dans d'autres régions. Puis c'est pas parce que tu restes à Laval ou à Saint-Jérôme que automatiquement tu n'auras pas de problème. Parce que ça dépend où le constructeur va chercher, en fait, son remblai. C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de façon de le savoir, à moins de voir les premières fissures que... Oui, et en fait, c'est ça. Si on voit des problèmes, si on commence à avoir des fissures aussi, c'est peut-être de voir est-ce que ça vaut vraiment nécessairement la peine. Ça? Oui. Est-ce que ça peut être juste je pense que ça pourrait peut-être être d'autres choses aussi. En fait, on parle souvent, je crois, que la fissure se fait généralement en forme de croix ou d'étoile. C'est ça. Comment si on voit des fissures comme ça, parce que ça arrive que sur le fondation de la maison à travail, parce qu'avec le gel, le dégel, etc. Mais si on voit des fissures en forme de croix ou en forme d'étoile, c'est vraiment ça. Qui gonfle puis qui éclate. OK, parfait. Donc si les gens ils remarquent ça sur leur fondation, ça peut être important de contacter un spécialiste pour savoir justement qu'est-ce qui vaut la peine, est-ce qu'ils doivent. C'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, absolument. Puis en fait, ils peuvent aussi appeler l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction, qui peut leur donner des informations. Ils ont un site Internet qui parle aussi du problème de la pyrite. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, je les réfère à l'association. À l'association, puis il faut aussi que le coût peut s'élever à plus de 40 000 Oui. Oui, donc... Puis en fait, c'est sûr que ça dépend de la gravité, oui, ça dépend de... Puis c'est sûr que si on fait rien, puis il peut y avoir d'autres problèmes après, parce qu'en fait, si on a des problèmes de moisissure, là, on rentre dans d'autres choses. C'est ça. Fait vaut mieux prévenir que guérir, oui, exactement. Donc, parfait. Donc, on va faire juste un petit retour avant de terminer l'émission. Donc, on avait parlé au début de l'émission de salle à manger. Oui. Donc, lui donner une deuxième vie, la rendre plus chaleureux, d'agrandir les pièces, d'avoir quelque chose plus à air ouvert. Donc, ça peut être une rendre la salle à manger conviviale, puis que ce soit intéressant, vu chaque membre de la famille passe beaucoup de temps quand même. Et ça, puis les amis aussi, on aime beaucoup recevoir. Puis moi, j'adore beaucoup l'idée de la banquette aussi. Oui. Ça, c'est une très bonne idée. C'est très pratique. J'en ai une à la maison. Oui. J'aime bien ça. Parfait. Donc, comme on avait dit, la peinture à plomb. Donc, de faire attention, de voir si la peinture s'écaille pas, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, puis de consulter avant de commencer à essayer de l'enlever en sable. Puis comme tu disais, on peut juste peinturer par-dessus s'il n'y a pas de... Si elle ne s'écaille pas. Exactement. Donc, comme on avait terminé aussi avec le gonflement des remblais en raison de la pyrite, ça, c'est très, très important de vérifier ça. Si on a des si on a des problèmes... En étoile, tu avais dit en étoile? Oui, en étoile, puis... Oui, exactement. C'est en étoile puis en croix. En croix. Bon, c'est là qu'il y a raison de s'inquiéter. Parfait. Donc, Marie-Ève, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, ils peuvent te lire? Oui, en fait, dans l'Écho de Laval qui est publié à tous les mercredis. Parfait. Merci beaucoup. Et à la maison, je vous dis à la semaine prochaine.